Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'un des principaux organismes multilatéraux de développement à travers le monde. Objectif, contribuer notamment à éradiquer la pauvreté, à réduire les inégalités et à lutter contre l'exclusion. Le programme des Nations Unies pour le développement, puisque c'est de lui qu'il s'agit, aide notamment les pays à élaborer des politiques, à développer des compétences en leadership et en matière de partenariat, à renforcer leurs capacités institutionnelles et à bâtir une meilleure résilience pour réaliser un développement durable. Comment cela se traduit-il dans les faits dans un pays comme le Mali en proie à de nombreuses difficultés, au premier rang desquelles la crise sécuritaire? Avec quels résultats? Nous en parlons ce soir avec le représentant résident du PNUD au Mali, Joe Schauer. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est un plaisir d'être ici. Merci beaucoup pour l'opportunité et cette invitation. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Très bien même. Merci. Alors, je lis dans votre biographie que vous êtes géographe, spécialiste en sciences du climat et glaciologie notamment. Vous avez beaucoup travaillé sur ces questions dans le système onusien. Ces questions de changement climatique sont-elles une priorité pour des pays en voie de développement comme le Mali? Ah oui, tout à fait. Donc le changement climat, c'est une problématique globale très importante, très important à gérer, parce qu'il y en aura un impact négatif qu'on connaît déjà dans beaucoup de pays, également dans cette région donc, du Sahel et au Mali. Mais en même temps qu'on parle de la crise du climat, disons, et des conséquences négatives qu'on connaît déjà, et si on ne va pas la gérer, cette crise, des conséquences encore plus néfastes dans le futur, autour du monde, il s'agit quand même également d'une opportunité. Et je pense qu'il faut également saisir ces opportunités, surtout par exemple quand on parle d'un contexte comme le Sahel ou le Mali, tout ce qui est les énergies renouvelables et par exemple le solaire. Alors, donc il faut parler un peu des deux aspects. D'accord, mais les pays en voie de développement comme le Mali sont-ils une victime collatérale ou quelque part responsable aussi de cette situation? Non, c'est clair que cet effet de serre, donc le changement climatique qu'on est en train de témoigner, est surtout la cause des activités économiques des pays développés. La contribution à cet effet de serre des pays comme le Mali est minime. Donc, peut-être il ne faudra pas parler de victimes, parce que je pense que ça entre dans une dynamique peut-être un peu négative, mais c'est certainement vrai que ce changement climat n'a pas été causé par la majorité des pays en voie de développement, et surtout pas par le Mali. Alors, vous parlez d'opportunités comme le solaire, par exemple. Est-ce que nous avons plus d'opportunités en la matière que les autres pays, par exemple? En question solaire, oui. C'est clair, on connaît la zone. Il n'y a aujourd'hui aucune raison, disons, technique pourquoi le Mali ne pourrait pas couvrir tous ses besoins énergétiques par le solaire, par exemple. Je ne parle pas maintenant du secteur transport, c'est un peu plus compliqué en ce qui concerne les infrastructures, mais envisager un Mali avec des centrales solaires, il y en a en voie de développement, de construction, qui non seulement approvisionnent ses besoins, mais également est un exportateur d'énergie solaire dans la région et même au-delà, pourquoi pas rêver vers l'Europe. On en a parlé souvent là-dessus, c'est des ambitions très grandes, naturellement ça ne se fait pas d'ici demain, mais déjà pour les besoins au Mali même, il n'y a aucune raison technique pourquoi ne pas le réaliser, et plus important, économiquement, c'est beaucoup plus intéressant que les énergies fossiles, on dit, n'est-ce pas, en français, énergies fossiles, oui. Alors, quand on parle de réchauffement climatique, la planète, est-ce qu'on va la sauver finalement dans un contexte où les plus grands ne s'entendent pas sur ce qu'il faut faire? Bon, ça dépend maintenant, je vais être un peu, disons, je vais blaguer un petit peu. La planète n'a pas besoin des humains. Donc, en fin de compte, la planète va se sauver. Elle va être bien. Elle va se sauver sans les humains. Elle va se sauver sans les humains, elle va se rattraper. Un jour, dans des milliers d'années, on a à nouveau une période de glaciation, n'est-ce pas? Ça va venir. On a connu des périodes plus chaudes dans les espaces géologiques qu'on est maintenant, ou ce qui est estimé qu'il peut y avoir si on ne réduit pas les émissions. Mais à court terme, dans nos vies, la vie de nos enfants, nos petits-enfants, les impacts peuvent être très dangereux, très graves, très néfastes pour certains pays, à cause on regarde, disons, deux effets principaux. Un, c'est le changement du niveau des océans. Donc avec toutes les infrastructures, toutes les villes, tous les pays qui sont à bas niveau risquent d'être inondés, risquent d'avoir des déplacés. Par exemple, pour le Bangladesh, on estime qu'il va perdre d'ici 30-40 ans un tiers de sa surface. Il y a des pays entiers en Pacifique qui risquent de disparaître. Mais également, et donc si on parle par exemple du Mali, plus qu'on réchauffe notre terre,
plus que le climat devient dynamique, plus qu'on aura des événements climatiques, disons, des catastrophes extrêmes, naturelles peut-être, oui. des catastrophes naturelles plus fréquentes, moins prévisibles. La fréquence des pluies peut être différente que ce qu'on connaît et ça devient difficile à gérer. Et pour un troisième impact, que peut-être le Mali, la zone va connaître, que les températures dans certaines zones deviennent aussi élevées, que les zones deviennent quasi inhabitables. Alors, vous dites que la planète va se sauver d'elle-même, mais il faut quand même agir. Ah, absolument, parce qu'il faut agir pour le bien-être de la planète, parce qu'on ne peut même pas créer plus de dégâts qu'on a déjà fait, mais également pour l'intérêt de l'humanité, de nous-mêmes, mais également des écosystèmes, de tout ce qui fait la planète, toute la biodiversité qui existe. Donc je pense qu'il faut agir avec urgence, et là encore, ce qu'il faut reconnaître, ce qui, de mon point de vue, un peu dommage, économiquement, d'un point de vue de ce que ça coûte, c'est moins cher de la sauver que de continuer dans la voie sur laquelle on s'est retrouvé ces dernières décennies. Alors, parlons du PNUD qui est largement impliqué dans ces questions environnementales, mais pas seulement. Comment vous définissez-vous par rapport à la philosophie de votre action globale, de l'organisation? Est-ce que vous êtes un avocat des pays en voie de développement? Ah, absolument. Le PNUD a été créé, donc c'est l'agence principale, disons, de développement, parmi d'autres agences, naturellement, du système des Nations Unies, qui ont également des mandats spécifiques. Donc nous, on est l'agence du développement et on a été créé pour donner un appui au gouvernement de ces pays pour leur donner un appui à mettre en œuvre leur politique nationale. Donc on ne vient pas ici avec un agenda, on a un mandat, mais les activités dans chaque pays s'inscrivent dans les plans nationaux et en collaboration et avec l'agrément donc, du gouvernement en question. On se met d'accord sur les activités dans chaque pays. Et au niveau régional et global, naturellement, on est une des agences qui donne et qui fait un plaidoyer pour les pays en voie de développement. Justement, dans cette panoplie d'agences de fonds des Nations Unies, quelle est vraiment votre particularité? Donc, le mandat du PNUD, l'agence du développement, n'est-ce pas? Donc, c'est un mandat assez large et donc parfois, on voit effectivement que c'est plus difficile à cerner que, par exemple, l'OMS et la santé ou l'UNICEF en ce qui concerne toutes les questions autour des enfants, la jeunesse, par exemple. Donc aujourd'hui, en 2021, avec un agenda 2030 qu'on dit les ODD, les Objectifs de développement durable, on est l'agence qui donne un appui aux autorités nationales et également au système des Nations Unies dans le pays pour mettre en œuvre des programmes qui vise à réaliser les objectifs de développement durable. Et c'est dans chaque pays que ce mandat est un peu différent. Maintenant, ce qu'on fait surtout autour du monde, c'est tout ce qui est gouvernance. Vous avez commencé cet entretien avec les questions environnementales. On est l'agence la plus grande sur le terrain des Nations Unies dans les questions environnementales, changement climat, biodiversité. On s'engage également dans des questions de lutte contre la pauvreté, naturellement, la croissance économique inclusive, etc. Mais c'est chaque pays qui a un peu un aspect différent parce que ça dépend des priorités du pays pour ce que nous, en fin de compte, décidons de faire. Alors, vous nous parlez tout à l'heure de cet agenda 2030 que vous avez quand même, oui. Agenda du développement durable. Il a été adopté, si je ne m'abuse, en 2015. Avec quelle ambition? L'ambition est de réaliser, d'ici 2030, 17 objectifs de développement durable qui ont été développés par tous les États membres dans une procédure, un processus très inclusif d'ailleurs, qui ont pris, disons, la relève des objectifs milléniaux qui avaient été élaborés en 2000, cet objectif s'est terminé en 2015. Et donc, parmi ces 17 objectifs, il y a quasi 200 cibles, donc c'est un agenda très très large. Lutte contre la pauvreté, éducation 100%, la santé, les questions environnementales, questions de paix également et de bonne gouvernance. Maintenant, ce qui est important, c'est un agenda universel. Avant, c'était juste pour les pays en développement. Maintenant, on a un agenda également pour tous les pays qui sont déjà, disons, développés. Chacun de ces pays a dit qu'ils vont essayer de réaliser ces 17 cibles d'ici 2030. Notre travail maintenant, parce que comme dans un contexte comme le Mali, comme d'ailleurs dans presque tous les pays, on ne peut pas faire tout à la fois.
Donc un travail qui se fait avec les autorités maliennes et déjà de voir si les objectifs de développement durable sont inscrits dans les politiques nationales, dans le plan de développement national, comme le CRED, comme on le connaît ici au Mali, de prioriser certaines activités, parce qu'on ne va pas faire tout ensemble, d'identifier des activités accélérateurs, c'est-à-dire si j'investis dans, dans un domaine particulier, est-ce que ça a des effets secondaires qui permettent de ramener d'autres cibles avec nous. Par exemple, un investissement des énergies renouvelables aura un effet accélérateur énorme. Et puis également parler de la question du financement de ces ODD. Comment est-ce qu'on va mobiliser les financements des partenaires internationaux, des ressources nationales, mais également du secteur privé pour réaliser ce ODD. Alors, à quoi est-ce que le monde il doit ressembler en 2030 selon le PNUD? Bon, disons, pas seulement le PNUD, hein, mais donc, tous les États membres qui ont dit on va s'inscrire dans la logique des ODD. Donc, dans un monde idéal, on aurait la paix, on aurait chaque enfant dans l'école, certainement également toutes les filles, on aurait un monde avec plus de santé, avec l'élimination de certaines maladies, on aura un monde où on aura réduit massivement, même éliminé la pauvreté extrême. On aura un monde qui aura changé donc de direction en ce qui concerne l'utilisation des énergies fossiles et donc vraiment s'inscrire dans la logique des énergies renouvelables. On aura un monde où les personnes auraient accès à un emploi avec un salaire ou avec un revenu qui leur permet de vivre une vie, disons, minimale correcte. Et si vous voulez résumer tout ça, parce qu'on peut continuer parmi les 17 cibles, le PNUD, on est connu pour le développement humain et le rapport global développement humain. Et en fait, c'est quoi le développement humain? C'est de créer les conditions où chaque humain peut réaliser ses rêves selon ses capacités. Donc on crée un environnement de paix, d'accès à un travail correct, un service santé, etc., où la personne peut réaliser selon ses capacités. Donc, c'est rêve. Vous avez parlé de développement humain. Arrêtons-nous là-dessus un instant. Vous publiez chaque année un rapport là-dessus. Oui. À quoi il sert? Bon, la première fois qu'on a publié ce rapport, je dirais même que quand on l'a fait en 1990, c'était un peu révolutionnaire parce qu'on était toujours dans une logique que le développement, c'était défini sur les indicateurs économiques. Le produit brut d'un pays, GDP, n'est-ce pas? Nous, ce qu'on dit, non, ce n'est pas les indicateurs économiques qu'ils disent. Vous pouvez avoir un pays qui est très riche, mais où le développement humain n'est pas réalisé, où il y a beaucoup d'inégalités, par exemple. Ça peut exister, n'est-ce pas? Donc, le rapport déjà servait d'introduire une différente logique de comment mesurer le développement. C'est quoi le développement? C'est quoi qu'on cherche à faire? Et vraiment mettre les humains au centre de ce débat. Et essayer donc de mesurer selon la santé, la durée de vie, oui, le développement économique, mais également des questions de genre, des questions environnementales, etc. Donc ça, c'est une première raison pourquoi on a fait ce rapport. Et puis, naturellement, chaque année, on publie. Ça sert également, avec les statistiques, de voir le progrès, année par année, comment est-ce que les pays progressent. Et pour donc nous donner l'opportunité de mesurer, de corriger, de se mettre en question si ça ne va pas bien, pour vraiment définir les bonnes mesures pour donc accélérer ce développement humain. Alors, parlons du Mali, monsieur le représentant, si vous le permettez. En quoi est-ce que la crise sécuritaire que nous connaissons a fait évoluer l'action du PNUD au Mali et que faites-vous aujourd'hui globalement dans notre pays? Donc l'impact disons des aspects sécuritaires ou la crise c'est une crise multidimensionnelle, n'est-ce pas? C'est pas que des questions sécuritaires, il y a des questions humanitaires, des questions de développement, le changement climat qui s'ajoute à ça, a certainement changé beaucoup la façon dans laquelle nous agissons dans le pays. On est en train de mettre en œuvre un nouveau programme pays depuis l'année dernière, qui a été donc adopté avec le gouvernement malien et notre conseil d'administration il y a 15 mois à peu près. Nous poursuivons maintenant, on a une approche déjà selon la réforme des Nations Unies, donc le rôle du PNUD pour appuyer tout le monde dans cette logique des ODD. On a formulé un nouveau programme phare avec les autorités nationales et surtout le ministère de l'économie et des finances,
pour la mise en œuvre de cet agenda des ODD à travers les CRET et les autres politiques du pays. Mais également, on a un pilier, un deuxième pilier dans le programme sur la gouvernance, avec deux aspects. Un programme phare sur l'appui aux élections, aux réformes institutionnelles et aux réformes constitutionnelles qui sont en cours et actuellement de très grande importance, n'est-ce pas? Et un deuxième pilier avec donc comme objectif l'état de droit, donc tout ce qui est la justice, la police et un état de droit, donc pour renforcer les capacités de l'État, la présence de l'État sur le terrain, en réponse dans la crise, disons, dans le nord et au centre, mais également d'une façon préventive dans le sud du pays. Et un troisième pilier de ce programme, les questions d'environnement, changement climat et résilience que nous sommes en train de réaliser. Et donc, oui, c'est un départ, ce qu'on faisait dans le passé. On fait beaucoup moins de choses, mais ce qu'on fait, c'est avec des programmes phares, des partenaires clés avec les agences des Nations Unies, avec la MINUSMA et d'autres partenaires pour avoir une stratégie crédible, visible et avec plus d'impact dans les domaines que nous et le gouvernement ont estimé être les activités prioritaires pour le PNUD au Mali. La particularité, je veux dire, du Mali aujourd'hui, ce n'est pas que la crise, c'est aussi le fait que nous sommes dans une transition. Vous appuyez notamment le gouvernement de transition à travers son plan d'action, c'est ça? Absolument. Donc, on a des activités en cours d'appui à la mise en œuvre de la transition à différents niveaux. Le plus grand programme sera le programme qu'on va mettre en œuvre avec la MINUSMA et avec ONU Femmes et donc beaucoup de partenaires du Mali sur les réformes institutionnelles concernant les élections. Mais également, peut-être ce qu'on peut ajouter, c'est qu'on parle beaucoup de la crise au Mali. Et c'est vrai que c'est compliqué. On a beaucoup de facteurs qui jouent et qui nous rendent la vie difficile, disons, je peux dire de cette façon colloquiale. Mais il ne faut jamais oublier que la crise, c'est toujours une opportunité. Et donc, on ne cesse de faire un plaidoyer pour réaliser ces opportunités. On est déjà revenu 2-3 fois sur les énergies renouvelables. Mais par exemple, tout ce qui est jeunesse, c'est un potentiel énorme. Mobiliser le secteur privé. Donc, on a pas mal d'activités non plus de ce domaine-là. On essaie d'avoir un impact plus transformateur, plus innovateur, qui, on estime et on espère, peut mobiliser la jeunesse et également répondre à certains des éléments de la crise, surtout là où, par exemple, la crise est due à des défaillances, des déficits de développement. Alors, est-ce que les derniers développements survenus à la tête de l'État ont une incidence sur votre coopération avec le Mali? Écoutez, potentiellement, oui. Les changements de gouvernement, les crises politiques qu'on a connues depuis presque un an maintenant, plus d'un an en fait, depuis les élections de mars-avril l'année dernière, naturellement, a un impact sur les activités des partenaires du Mali. Maintenant, les Nations Unies, c'est un peu différent de, disons, les partenaires bilatéraux. On est les Nations Unies. Le Mali est un de nos États membres et c'est dans notre mandat d'appuyer les autorités qui sont en place. Donc, on ne va pas directement nous retirer ou annuler nos activités. Mais naturellement, ça peut avoir un impact. Et pour parler d'un impact, depuis donc, la mise en place du gouvernement de transition en septembre, je pense que c'était l'année dernière, on a mis en place tout un nouveau calendrier électoral de réforme constitutionnelle, de référendum, et donc la mise en œuvre de l'accord de la paix, les réformes institutionnelles qui s'enchaînent avec ça, qui a avancé beaucoup de choses. Et donc, on a dû s'adapter avec nos partenaires pour appuyer le gouvernement à réaliser ce calendrier électoral. On doit dire que ça s'est très bien marché. La communauté internationale s'est très, très bien mobilisée autour de cela. Maintenant, naturellement, on attend la mise en place encore d'un nouveau gouvernement. On reste en attente pour que ce gouvernement sera nommé et pour voir avec les autorités comment continuer à mettre en œuvre ce plan de transition, à réaliser ces élections. Mais il n'y a pas d'interruption en vue? Pas actuellement, non. D'accord. Parlons du centre et du nord Oui. Du pays, où vous évoluez notamment avec la MINUSMA. Quel rôle jouez-vous dans ces deux parties du pays où se joue en grande partie donc, la stabilisation du Mali aujourd'hui? Donc, il y a plusieurs aspects là-dessus. Déjà, on a renforcé, vous avez demandé tout à l'heure comment est-ce que nous avons également changé notre présence dans nos activités ici. Donc, une des choses qu'on a fait également depuis les 18 derniers mois, c'est de renforcer notre présence à Mopti, un bureau à Mopti, donc qui gère les programmes au centre.
et également prend le leadership sur nos activités au nord du pays et vers l'est. Et également la mise en œuvre de programmes transfrontaliers pour la région Liptako-Goma, donc on met en œuvre avec nos collègues du Burkina et du Niger. Deuxièmement, on a, toujours dans la logique de One UN, donc un système des Nations Unies qui travaille bien ensemble, on joue ce rôle d'intégrateur et de coordonnateur au niveau programmatique sur le terrain pour une approche qu'on appelle une approche Nexus. Donc il s'agit de travailler bien avec les humanitaires, les agents de développement et les forces sécuritaires, les agents de la paix pour une approche synergétique, une planification commune des objectifs communs qui permettent que les activités ensemble ont un impact désiré. Chacun tout seul ne va pas avoir l'impact désiré pour, par exemple, réduire les nécessités humanitaires ou résoudre les problèmes sécuritaires. Il n'y a pas de solution sécuritaire à la crise, n'est-ce pas? Et un autre aspect est que nous désirons avoir une présence plus grande à Timbuktu, à Gao, à Menaka, c'est en cours, pour également aider à travers une approche stabilisation pour Liptako-Goma. On est en train de monter avec nos partenaires de l'Allemagne et d'autres partenaires une facilité de stabilisation où on espère à travers ces 3 pays ramener des investissements qui nous permettraient de sécuriser des zones, faire des investissements dans les infrastructures locales, dans l'économie locale et la cohésion sociale. Donc c'est vraiment une approche stabilisation à travers une collaboration très étroite entre les humanitaires, le développement et les acteurs de paix et sécurité. Comment est-ce que vous évaluez ce qui a été fait au nord et au centre aujourd'hui par le système des Nations Unies? Je dirais c'est mixte, honnêtement. Si on regarde l'évolution, je pense que c'est une réponse on doit être objectif, qui est correcte pour le système des Nations Unies, ainsi que les autorités nationales, locales et tous les autres partenaires. Si on regarde le Mali, la région, dans les années dernières, ça ne va pas dans la bonne direction. À mon avis, on a trop mis sur l'action sécurité militaire. L'humanitaire est difficile, ça marche assez bien, les besoins sont plus grands que les financements qui existent, mais on a un peu oublié le développement entre ces deux. Ce qui est bien, c'est qu'il y a récemment eu un sommet des chefs d'État du G5, donc de la région, c'était en février, où on a reconnu qu'on doit investir beaucoup plus dans le développement. On a parlé d'un sursaut civil. Et c'est dans ce contexte-là également que nous sommes en train de monter cette facilité de stabilisation, et d'autres partenaires également sont en train de ramener beaucoup plus de financement pour donc nous assurer qu'avec les activités de développement, on s'attaque aux causes profondes de la crise. On a certainement des succès, mais je pense qu'il n'y a aucun acteur qui peut dire qu'ensemble, on a fait ce qu'il faut pour que la région tourne, comme on dit ça, on peut dire tourne le coin, oui, on peut dire ça, et revient dans une logique de développement positif. Alors, dans vos activités, nous le savons, vous encouragez la participation des femmes et des jeunes. Commençons par les femmes. Pourquoi et pour quels résultats au Mali? Pourquoi les femmes, ça fait la moitié de la population, la moitié du ciel qui est soutenu par les femmes, n'est-ce pas? Donc déjà, il y a une logique droit humain pour s'attaquer à cela. Deuxièmement, c'est une question de développement, tout ce qui est éducation, tout ce qui est santé. Nous savons aujourd'hui, depuis beaucoup d'autres pays, un investissement dans les jeunes filles, par exemple, a des effets accélérateurs, si je peux encore utiliser ce nom, énorme. C'est un des meilleurs investissements qu'on peut faire, c'est d'investir dans l'éducation des jeunes filles. Également, les femmes portent tellement de charges dans le domaine social qui sont d'une telle importance qu'il faut les appuyer. Et puis une question de représentation, la voix des femmes dans toutes les décisions, la vie politique, la vie sociale, la vie locale. On sait aujourd'hui que, par exemple, dans le secteur privé, un secteur privé qui est basé sur la diversité, l'inclusion, l'égalité entre les sexes, une participation égale des femmes, est un secteur privé qui gagne plus d'argent, qui fait plus de profit. Nous, on n'est pas là pour faire du profit, mais c'est la même logique. Plus qu'on investit dans les femmes, plus qu'on investit dans les jeunes filles, plus qu'on aura un développement positif, humain
et tout le monde en bénéficiera. Est-ce qu'on fait du chemin quand même dans nos pays, particulièrement le Mali, en matière d'égalité des sexes selon vous? C'est une question difficile, c'est une question compliquée. Personnellement, je dirais, on ne fait pas exactement le progrès qu'on désirait faire. Il y a des explications, disons, traditionnelles, culturelles, parfois religieuses dans ces domaines. On s'attaque beaucoup à ces questions. Les Nations Unies également sont en train de mettre en œuvre un programme qui s'appelle Spotlight, conjoint aux Nations Unies avec l'Union européenne, déjà pour éliminer par exemple toutes les violences contre les femmes et d'autres questions, participation par exemple, vie politique et tout ça. Et c'est vrai que si on regarde les indicateurs, en ce qui concerne les indicateurs de santé, durée de vie, le nombre d'enfants par famille, etc., même si ces indicateurs progressent, à notre avis, ils ne progressent pas assez rapidement, et c'est là au détriment du développement de tout le pays. Donc on est en train de renforcer les investissements de ce domaine. Également au PNUD, on ne fait rien qui n'intègre pas à un niveau très très important toutes ces questions du genre, mais il reste du chemin à parcourir pour vraiment réaliser le potentiel de la moitié de la population malienne. Alors les jeunes aussi, que tous les discours qualifient d'avenir de la nation, quelle place pour cette jeunesse dans votre accompagnement de notre pays? La jeunesse, c'est l'avenir. Donc là, de nouveau, si vous regardez le rôle, disons, du PNUD, disons, on parle de deux domaines. C'est la participation des jeunes dans la vie politique, dans la vie économique, dans la vie sociale. Donc à travers nos investissements dans le domaine du gouvernement, on essaye de renforcer la capacité, la représentation, l'accès, etc., des jeunes dans tout ce qui est donc ces activités politiques, sociales et économiques. Et également, on est en train de mettre en place, on a par exemple l'année dernière fait un premier grand investissement avec une fondation nigériane où il s'agissait de donner un accompagnement, un programme en ligne de formation, tout ce qui est business, un accompagnement avec des monteurs, un accompagnement avec le développement d'un business plan où il fallait faire un pitch. On dit que ça en français. Donc il faut présenter son plan du business. Son plan d'affaires, oui. Convu. Et après réalisation de ce programme, on a donné un financement de $2500 à presque 2000 jeunes. Donc un investissement direct dans des jeunes entrepreneurs avec un accompagnement avec des experts dans tout ce qui est le secteur privé, mais également nous inscrire dans le climat du business du secteur privé au Mali, l'écosystème, les incubateurs d'innovation. Comment est-ce que le PNUD peut renforcer les acteurs maliens pour que les jeunes entrepreneurs puissent vraiment développer leurs idées et établir des business et créer des emplois, etc., et contribuer au développement économique du pays. Alors, nous avons épuisé le temps qui nous est imparti, mais encore un tout petit peu, on va vous retenir pour parler de cette autre question d'actualité, le Covid-19. Personne ne sera à l'abri tant que nous ne le serons pas tous. Peut-on lire sur une de vos pages sur la toile mondiale? Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle réponse pour le PNUD au Covid? Permettez-moi dire d'abord une autre chose. Chers spectateurs, vaccinez-vous. C'est la première chose que je veux dire. Renseignez-vous, vaccinez-vous. Pour répondre à votre question, le PNUD s'est surtout inscrit dans l'impact socio-économique de la crise. Donc on a eu quand même des impacts énormes sur les économies autour du monde. Et donc on a fait beaucoup de travail également aussi au Mali pour regarder déjà quel est l'impact et puis donner un accompagnement pour un relancement de la vie économique, pour un relèvement de cette crise qui est plus inclusif, plus vert, plus, disons, durable. Ça, c'est un travail qui est en cours à travers notre pilier croissance économique, mais également, on a donné un appui avec les autres agences du système des Nations Unies, comme l'OMS, l'UNICEF et autres, sur des aspects sanitaires, sur des aspects d'information, à travers, par exemple, des volontaires au niveau communautaire pour passer l'information.
Également, on a mis en place un assistant digital avec une fondation manuelle pour se renseigner sur la maladie. Mais là où on espère que la pandémie est en train de se réduire, ça reste à voir avec le progrès de la vaccination au niveau mondial. C'est pas acquis, n'est-ce pas? Mais donc, on va continuer à travailler avec les autorités sur cet impact socio-économique et pour définir des mesures qui, pour des futures pandémies ou des futures crises, on va essayer de mettre en place une meilleure résilience des institutions, des communautés, que quand la prochaine crise viendra, parce qu'il y en aura une prochaine crise, n'est-ce pas, on sera mieux préparé. Revenons à la transition pour terminer. On sait qu'elle doit se terminer normalement par des élections dans 9 mois. On aura des élections dans 9 mois en tant que partenaire du Mali. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question et quelle part pour le PNUD dans cela? Je ne peux pas exactement répondre à cela parce que ce n'est pas à nous de définir ni maintenir le calendrier électoral, n'est-ce pas? Le calendrier est là, il a été publié. Maintenant, on attend le nouveau gouvernement pour valider, maintenir, on espère, on suppose, ce calendrier. Oui, c'est un calendrier ambitieux, il reste beaucoup de travail à faire. C'est un travail très, très important pour le futur du pays. Ce qui est important, c'est que nous, les partenaires au niveau des Nations Unies, on a mis en place donc un programme MINUSMA, ONU-FEMM et le PNUD pour accompagner le gouvernement avec l'appui de beaucoup d'autres acteurs internationaux qu'il faut reconnaître. On est tous là et tous prêts pour appuyer cette transition dans les meilleures conditions pour revenir dans un contexte démocratique, disons, correct, si je peux le dire ainsi, et assurer que ces réformes se réalisent rapidement et que les élections peuvent se faire dans un contexte sécurisé pour qu'une grande partie des Maliens peuvent s'exprimer. Beaucoup de travail est en cours, comme par exemple des campagnes d'enregistrement des jeunes, mais il reste beaucoup de travail à faire. Au début, j'ai dit je suis optimiste. Donc oui, je suis optimiste. On va avoir les élections. Ça va bien se passer. Merci, M. Chawar, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'Invité. Bonne suite de programme sur l'ORTM.